La parole est à notre collègue Gilbert Roger pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le sénateur. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, ma question s'adresse à Monsieur Laurent Nunez. Monsieur le Ministre, je tiens tout d'abord en préambule à ma question à condamner fermement toutes les violences commises à l'égard des forces de l'ordre qui ont émaillé certaines des manifestations des Gilets jaunes depuis le mois de novembre. La condamnation de ces agissements ne peut cependant faire oublier le grand nombre de manifestants blessés par les lanceurs de balles de défense LBD. Près d'une centaine de blessés graves ont été recensés, en grande majorité par les tirs de ces engins, dont 17 ont perdu un œil depuis le début de la contestation. Depuis 2009, le LBD 40 a remplacé le flashball Super Pro dans les opérations de maintien de l'ordre, car plus puissant, plus précis. En théorie, son usage est très encadré. Le tireur doit viser de façon privilégiée le torse ainsi que les membres supérieurs ou inférieurs, mais en aucun cas la tête. Pour rappel, la France, en termes de maintien de l'ordre, fait figure d'exception. Elle est le seul pays européen à utiliser des grenades explosives, l'un des rares, avec la Grèce, l'Espagne et la Pologne, à faire usage des LBD. Votre ministère a lancé, le 23 décembre dernier, un appel d'offres pour l'acquisition de 1280 nouveaux LBD. L'emploi de tir du LBD a été massif depuis le début des mouvements des Gilets jaunes par des effectifs en civil non spécialistes des manifestations et de l'usage de ces armes dites intermédiaires. L'année dernière, le défenseur des droits, pensez à votre question, Monsieur Jacques Toubon, dans un rapport préconisait l'interdiction de l'usage du LBD. Ma question est donc la suivante. Monsieur le ministre, devant l'insuffisance de formation à la doctrine d'emploi de ces armes par les forces de l'ordre et l'efficacité contestée du dispositif de caméra piéton, le gouvernement compte-t-il suivre l'avis du défenseur des droits en interdisant l'usage de ces armes? La réponse est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, M. Laurent Nunez. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Roger, d'abord merci du soutien que vous venez d'apporter aux forces de l'ordre. Je vous en remercie vivement. Concernant l'usage du LBD, d'abord vous rappelez, monsieur le sénateur, que tous les samedis maintenant nous avons un rendez-vous dans le cadre du mouvement dit des Gilets jaunes, où il y a des manifestations de voie publique qui sont organisées partout en France, à Paris comme vous le savez, et puis ailleurs en province. Chaque samedi, nous assistons aux mêmes scènes où un certain nombre d'individus très violents, des casseurs, se mêlent aux manifestations et les font dégénérer parfois au début, souvent à la fin, et c'était encore le cas samedi dernier sur la place de la Bastille. Ce sont des casseurs extrêmement violents qui pillent, qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui quand ils le peuvent s'en prennent à nos institutions, c'est-à-dire aux mairies, aux préfectures, aux sous-préfectures, de manière extrêmement violente. Et pardon, mais on peut parfois difficilement qualifier ça de gestion, de maintien de l'ordre public. Ce à quoi sont confrontés nos forces de l'ordre s'apparente beaucoup plus à une forme de guérilla urbaine. Et nos effectifs interviennent à ce moment-là pour mettre fin à ces exactions, pour mettre fin à ces pillages, pour mettre fin à ces violences. Et effectivement, vous avez raison, monsieur le sénateur Roger, à ce moment-là, ils utilisent tout l'armement intermédiaire qui est à leur disposition pour éviter justement d'utiliser un armement létal sans lequel ils ne pourraient se défendre, sans lequel leur intégrité physique serait menacée. Et il s'agit également de protéger le reste des manifestants qui ne demandent pas à voir ces casseurs. Et c'est ce que nous faisons tous les samedis. Alors oui, le LBD est utilisé. C'était encore le cas samedi dernier sur la place de la Bastille, sur la place de la République, uniquement dans les moments de grande tension.
Et ce matériel est utilisé, je peux vous le confirmer, il est utilisé par un personnel qui est habilité, qui est formé à cette fin, dans un usage qui est proportionné, qui est contrôlé. Et quand il y a des fautes, elles sont sanctionnées. Et quand il y a des suspicions de violence, il y a des investigations judiciaires qui sont menées. Et c'est le cas actuellement avec l'inspection générale de la police nationale qui est saisie d'un certain nombre d'affaires. Mais devant vous, je veux d'abord penser aux policiers blessés et penser au courage et à la détermination de nos forces de l'ordre qui tous les samedis font face. Merci. La parole est au président Claude Malhuret pour le groupe des Indépendants, République et Territoires. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Premier ministre, le Venezuela possède les plus grandes réserves mondiales de pétrole et son peuple crève de faim. Le dictateur de Caracas emprisonne et assassine. 100 morts ces jours derniers, 600 prisonniers politiques régulièrement torturés. 3 millions de réfugiés, plus de médicaments. En revanche, pour la drogue, pas de problème. Le plus grand cartel de narcotrafic du monde est supervisé par les militaires vénézuéliens eux-mêmes. 2 hommes se prétendent aujourd'hui président de la République. Le castro-chaviste Maduro, à l'issue d'une élection truquée dénoncée dans le monde entier, et Juan Guaidó, élu, lui, démocratiquement président de l'Assemblée nationale. Maduro, ça n'étonnera personne, est soutenu par les pays ultra-démocratiques que sont la Russie, la Chine, la Turquie, Cuba, l'Iran et la Corée du Nord. Il est aussi soutenu à fond en France par le leader minimo de la France soumise à Cuba, qui repère les dictateurs avec un flair infaillible. Le tyrannophile Mélenchon, qui dénonce les violences policières à Paris, mais supporte sans trop de douleur les centaines de morts à Caracas. Guaidó est reconnu par la quasi-totalité des pays d'Amérique latine et au total par une vingtaine de pays du monde. L'Union européenne, qui penche pour Guaidó, s'est contentée d'appeler par ce qu'elle appelle un ultimatum à de nouvelles élections. Hélas, Maduro a rejeté immédiatement cet ultimatum, ce qui n'a pour le moment entraîné aucune réaction de l'Europe. Un ultimatum sans conséquence, vous me l'accorderez, Monsieur le Premier ministre, c'est évidemment un peu fâcheux. 3 journalistes espagnols et 2 journalistes français ont été arrêtés hier à Caracas. On est sans nouvelles d'eux. L'Espagne a exigé publiquement la libération immédiate de ces journalistes. Alors je voudrais vous poser 2 questions, Monsieur le Premier ministre. Premièrement, la France et l'Union européenne vont-elles reconnaître le président Guaidó avant qu'il ne soit trop tard et que la guerre civile n'éclate au Venezuela? Deuxièmement, le gouvernement compte-t-il exiger publiquement la libération immédiate des journalistes français et avez-vous de leurs nouvelles? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Malhuret, vous m'interrogez sur le Venezuela. De quoi parlons-nous dans cette crise terrible que connaît ce pays? Nous parlons d'un pays qui est plongé depuis plus de 3 ans dans une crise sans précédent, un pays potentiellement riche qui connaît aujourd'hui des situations de pré-famine, une économie totalement exsangue, une population dont nous savons qu'elle est privée de médicaments et de l'ensemble des biens de première nécessité. Nous parlons d'un pays qui a mis en place une répression sanglante de ses oppositions. Nous parlons d'un pays, vous l'avez cité, Monsieur le Président, qui emprisonne des journalistes étrangers. 2 journalistes français ont été arrêtés, 3 journalistes espagnols. Je me permets de vous indiquer, Monsieur le Président Malhuret, que le ministre des Affaires étrangères et l'ensemble du gouvernement a exigé la libération immédiate de ces journalistes et de leurs collègues et confrères espagnols. Nous parlons aujourd'hui au Venezuela d'un président qui revendique un second mandat présidentiel sur la base d'élections qui se sont tenues en mai 2018, qui ne répondaient de toute évidence à aucune des conditions essentielles de la démocratie. Aujourd'hui, le Venezuela est à la croisée des chemins. Depuis que le 23 janvier se sont tenues des manifestations massives et que le jour même, le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaidó, a prêté serment comme président par intérim du Venezuela, en vue, a-t-il affirmé, d'organiser des élections véritablement démocratiques. Notre responsabilité, celle de la France, celle de l'Union européenne, c'est de veiller au respect de la volonté du peuple vénézuélien. C'est le sens de la déclaration du président de la République qui, le 26 janvier dernier, a appelé à l'annonce, dans un délai de 8 jours, de la convocation de nouvelles élections. À défaut, Monsieur le Président, nous reconnaîtrons
en pleine coordination avec nos partenaires européens, avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec le Royaume-Uni, Juan Guaidó comme président par intérim du Venezuela, pour avancer en ce sens. C'est également, Monsieur le Président, c'est également le sens de la création d'un groupe de contact international proposé par l'Union européenne, parce que nous sommes convaincus que la seule solution viable à cette crise est politique, négociée et pacifique, avec la coopération des organisations régionales et des pays qui entourent le Venezuela. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est aujourd'hui même à Bucarest avec ses homologues européens pour consolider et affirmer cette position commune face à la crise. Un mot peut-être sur la situation humanitaire, qui est préoccupante. Plus de 3 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays et l'ONU estime que d'ici la fin de l'année, cela pourrait monter jusqu'à 5,5 millions de ressortissants vénézuéliens qui quitteraient leur pays. C'est pourquoi l'Union européenne a dégagé une enveloppe de 55 millions d'euros d'aide humanitaire depuis 2018. Je voudrais enfin indiquer, et je sais que les sénateurs y sont particulièrement sensibles, que le gouvernement se mobilise pour garantir la protection des quelques 4000 ressortissants français qui sont demeurés sur place. Un certain nombre de nos ressortissants ont quitté le pays au fur et à mesure de la dégradation de la situation, mais il en reste environ 4000. Nous veillons à leur sécurité et toutes les options sont étudiées, y compris la possibilité de rapatrier ceux qui demanderaient à l'être si la situation devait empirer. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est maintenant au président Philippe Bas pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, vous avez la parole. Ma question s'adressait à Madame le garde des Sceaux, mais celle-ci n'a pas pu nous rejoindre. Nous avons une vive préoccupation, celle du service public de la justice. Le service public de la justice est en crise, le service public de la justice est en grande souffrance. Nous avons constaté que les délais de jugement ne cessent de s'allonger, les peines sont mal exécutées, les prisons sont saturées. Une réforme a été engagée pour répondre à ces difficultés. Cette réforme a suscité une hostilité sans précédent de toutes les professions de justice. Nous les avons réunies hier en table ronde. Elles attendent plus de garanties pour les droits des justiciables. Elles attendent aussi plus de garanties que la couverture de chacun de nos territoires sera correctement assurée. Le Sénat partage intégralement ces préoccupations. Il demande au gouvernement de bien vouloir suspendre les travaux parlementaires pour trouver un accord qui permettra de faire en sorte qu'une réponse appropriée, pertinente et consensuelle soit apportée aux préoccupations du monde de la justice partagées par nos collectivités. Merci, Monsieur le Président. La parole est au ministre en charge des relations avec le Parlement, Monsieur Fesneau. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Bas. Je voudrais tout d'abord excuser l'absence de la garde des Sceaux qui s'est rendue auprès des personnels pénitentiaires à Tarascon après l'évasion intervenue en début de semaine. Vous interrogez le gouvernement sur la réforme de la justice qui est en cours aujourd'hui à un stade avancé de la navette parlementaire. Je sais que vous avez organisé, comme vous l'avez rappelé, une table ronde hier avec plusieurs organisations du monde de la justice et que vous avez également invité Madame la garde des Sceaux à venir s'exprimer devant la commission des lois, ce qu'elle a fait également hier. Au cours des débats parlementaires qui se sont tenus depuis octobre dernier, on a pu observer des points de convergence réels autour d'un objectif commun, donner enfin à la justice les moyens auxquels elle peut prétendre et la réformer pour prendre en compte les besoins des justiciables. Monsieur le Président Bas, vous disiez à juste titre qu'il y avait une vraie urgence sur la justice et de ce fait, je comprends moins, d'une certaine façon, votre expression à demander finalement une pause. Parce qu'il y a besoin, et vous avez raison de le dire, d'une réforme profonde de la justice qui réponde aux besoins des justiciables. Ces besoins sont ceux d'une justice de proximité qui soit efficace et moderne, qui soit plus rapide, et vous avez raison de le rappeler, et qui protège les Français tout en garantissant leurs droits. Sur les moyens d'atteindre ces objectifs, le Sénat et l'Assemblée nationale ont divergé.
Votre Assemblée est partie d'une position qu'elle avait élaborée dès le printemps 2017 et qui ne correspondait pas au choix à la fois fait par le gouvernement après la consultation organisée dans le cadre des chantiers de la justice. Au cours de l'examen par l'Assemblée nationale, le texte a évolué, démontrant l'ouverture du gouvernement et de la majorité sur ce sujet. Et je voudrais vous rappeler que, alors que le projet initial prévoyait une répartition des juridictions sur la carte administrative, telle qu'elle était prévue, il a été décidé par le gouvernement, après écoute des élus et des professions judiciaires, de choisir le maintien du maillage territorial de justice tel qu'il avait été prévu. C'est vous dire si notre souhait constant, c'est de faire en sorte que la justice soit écoutée et que les moyens soient donnés. La réforme arrive à un stade de la navette où le texte semble se dessiner définitivement. Je ne doute pas que le travail du Sénat permettra d'améliorer un certain nombre de dispositions et c'est donc avec cet esprit-là que nous abordons la dernière lecture qui va se dérouler désormais au Sénat. Je vous remercie. Monsieur le Président Bas. Monsieur le ministre, je regrette de vous dire que cet esprit est un esprit de fermeture. On ne peut pas avoir raison seul contre tout le monde. On ne peut pas réformer la société par voie d'autorité. C'est très rare que les greffiers, les magistrats, les avocats soient tous d'accord. C'est très rare qu'une assemblée comme le Sénat ait trouvé des points de convergence qui coïncident avec les attentes manifestées par les professions de justice. Et je crois que le gouvernement serait bien inspiré, après les troubles des derniers mois, de commencer à comprendre qu'une autre méthode est préférable si on veut réformer la société en profondeur. Il faut d'abord rechercher par le dialogue davantage de consensus. C'est ce que nous vous offrons de faire en essayant de dégager nous-mêmes des points d'accord avec les professions de justice. Merci. La parole est de notre collègue Dominique Vérien pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics chargé de la fonction publique. Vous avez prévu de réduire encore les services de la Direction générale des finances publiques. Pour faire des économies, on ne peut vous en vouloir, mais une fois de plus, elles se feront sur les territoires plutôt qu'à Bercy. Cependant, dans une note préparatoire de décembre 2018, vos services prônaient la concertation locale, la recherche d'un équilibre territorial ou encore l'utilisation de nouveaux outils comme la téléconférence. Alors chiche, Monsieur le ministre, osez la concertation, la vraie, car un courrier d'information envoyé à un élu un mois avant l'arrêt d'un service public n'est pas une concertation. Et je vous suggère, dans vos nouveaux outils, d'intégrer les maisons de service au public. Elles sont en effet les derniers relais de l'administration en milieu rural. Mais pour cela, il faudrait que les administrations acceptent de collaborer avec ces maisons, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Alors, Monsieur le ministre, vous qui avez porté une loi qui prônait la confiance, comment pensez-vous instaurer confiance et partenariat entre les services publics de l'État et ceux des collectivités locales afin que tous nos concitoyens aient le même accès aux droits? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, Monsieur Dussopt. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Vérien, vous posez la question de la permanence sur le territoire du réseau de la DGFiP et vous avez raison de souligner son importance. Aujourd'hui, la DGFiP compte 3800 points de contact. C'est 1000 de moins qu'il y a 10 ans, ce qui témoigne des réorganisations successives. Ces réorganisations qui se traduisaient par des fermetures ont un défaut principal. Au-delà de la justification de certaines du fait des évolutions technologiques, elles s'inscrivent dans des plans annuels, sans visibilité ni pour les agents ni pour les élus locaux. Nous avons demandé avec Gérald Darmanin à l'ensemble des services du ministère de l'Action et des Comptes publics de changer cette méthode. Cette nouvelle méthode va se traduire au cours de l'année 2019, d'abord par une méthode de concertation comme vous l'appelez de vos voeux. Nous avons fixé aux directeurs départementaux des finances publiques, en lien avec les préfets, 3 objectifs. Le premier objectif est d'avoir une vision pluriannuelle de la réorganisation des services de la DGFiP de manière à donner la lisibilité aux territoires, aux élus locaux, aux agents et aux contribuables. Nous leur demandons aussi de réfléchir à l'échelle de bassins de vie et de bassins d'emploi en s'extrayant
des logiques purement administratives et en travaillant plutôt à l'échelle d'une région, sans tenir compte des frontières administratives du département, qui bien souvent sont artificielles dans le quotidien de nos concitoyens. Et nous leur avons demandé de travailler en augmentant le nombre de points de contact sur le territoire par tous les moyens possibles, le maintien de perception, mais aussi le développement de maisons de services au public. Et ma collègue Jacqueline Gourault travaille à harmoniser l'offre de services dans les maisons de services au public et veiller à ce que l'ensemble des services de l'État puissent y participer. J'ajoute, Madame la sénatrice, 2 points. Le premier pour dire que nous veillons dans cette entreprise-là à garantir un très bon niveau de conseil aux élus locaux, soit par les trésoriers eux-mêmes, soit par la constitution d'équipes de référence polyvalentes et organisées en brigade. Et par ailleurs, nous veillons aussi à regarder comment des services installés aujourd'hui à Paris ou dans les métropoles pourraient être à terme installés dans des territoires ruraux ou périurbains dans une entreprise de déconcentration de proximité. J'ajoute, si vous me le permettez, Monsieur le Président, que les orientations données au ministère de l'Action et des Comptes publics sont parfaitement conformes aux instructions données par le Premier ministre à l'ensemble des ministres pour ce qui concerne la réorganisation des services de l'État sur le territoire. Madame Verrier. Cette concertation est prévue entre le 15 février et 15 mars, toujours dans la même note. J'espère que vous la ferez après le grand débat et j'entends bien votre réponse. Nous jugerons et si c'est le cas, merci. La parole est à notre collègue Martin Lévrier pour le groupe de La République En Marche pour 2 minutes. Il faut vraiment que chacun respecte son temps. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail. En 2018, 691 000 nouvelles sociétés ont vu le jour. Le chômage a reculé de 1,5% en année. Le nombre de procédures prud'homales a chuté de plus de 17,61%. 3 résultats encourageants directement liés aux ordonnances réformant le Code du travail et aux actions menées durant ces 18 dernières années. Ils ont permis aux entreprises de se stabiliser, de reconstituer leurs marges et de redevenir compétitives. Leur capacité de sauvegarder, créer des emplois et à réinvestir s'est renforcée. Nous le savons tous, c'est l'entreprise qui génère la richesse, qui crée de l'emploi et permet à tous de mieux vivre. Dans un contexte économique instable, le gouvernement a maintenu ce cap. Ainsi, le projet de loi de finances 2019 acte, entre autres, le transfert du CICE vers un allègement de cotisations patronales pour un coût de 21 milliards d'euros. Madame la ministre, en novembre, vous avez lancé la négociation entre partenaires sociaux sur l'assurance chômage. Un des objectifs est de lutter contre la précarité, inciter les chômeurs à retourner plus vite sur le marché du travail. Or, lundi, les organisations patronales ont décidé de se retirer des négociations, faisant suite aux déclarations du président de la République sur le bonus-malus. Ce dispositif consiste à moduler les cotisations chômage de l'employeur en fonction du taux de rupture du contrat de travail. Cette promesse présidentielle a trouvé le soutien des syndicats et pour cause, en 20 ans, les CDD de moins d'1 mois ont été multipliés par 2,5. Madame la ministre, nous devons continuer à libérer l'économie française tout en protégeant le salarié et cela ne peut se faire qu'avec la collaboration du MEDEF, de la CPME et de l'UDP. Que comptez-vous faire pour que les organisations patronales réintègrent la table de négociation, je conclus, et dans l'éventualité d'un non-accord, quelles seraient les alternatives à la taxation des contrats courts? Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez 2 minutes maximum pour répondre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Martin Lévrier, vous avez souligné le début de la baisse du chômage. On est passé de 9,7 à 9,1%, avec 250 000 emplois en création nette. C'est encourageant. Je pense que nous serons tous d'accord ici pour dire qu'il faut encore plus continuer nos efforts pour aller dans ce sens-là. C'est le sens des ordonnances, de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et le plan d'investissement compétences dont je peux vous dire d'ores et déjà que 11 régions sur 13 m'ont confirmé leur accord pour signer ce pacte pour 4 ans, ainsi que tous les Outre-mer. Mais au-delà de ça, un des leviers, ce sont aussi les règles de l'assurance chômage. Dans les règles de l'assurance chômage, dans le document de cadrage que le Premier ministre a envoyé le 25 septembre dernier aux partenaires sociaux, 3 sujets principaux sont évoqués. Un premier concerne les règles d'indemnisation des chômeurs, puisque dans 20% des cas, ce n'est pas la totalité, le cumul de plusieurs règles, sans que ces faits déterminés par les partenaires sociaux aient été voulus, ont pour conséquence que dans ces cas-là, un demandeur d'emploi indemnisé peut
avoir une indemnité qui est supérieure chaque mois à ce qu'il avait en travaillant chaque mois. Ça n'est pas incitatif. Il y a un autre sujet qui est très important, c'est la multiplication, si j'ose dire l'explosion des contrats courts dans notre pays, qui est une spécificité française, malheureusement, qui concourt beaucoup à la précarité, dont on voit à quel point elle est un sujet sensible, à juste titre, dans la population. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, 9 embauches sur 10 sont un contrat en CDD ou un intérim, mais plus encore, aujourd'hui, ce sont les CDD extrêmement courts qui sont développés, puisque ce sont 80% de CDD qui sont de 3 mois ou moins. Et aujourd'hui, nous avons une explosion des contrats de moins d'1 mois, en particulier dans 12 secteurs professionnels qui ont multiplié par 2,5 leurs contrats extrêmement courts, amenant une précarisation de tout un secteur du pan du travail. C'est donc la responsabilité aussi des employeurs de travailler sur ce sujet. Et avec le Premier ministre, nous faisons confiance à la négociation sociale pour trouver des solutions sur ces 2 sujets, ainsi que sur le désendettement de l'Unédic, dont je rappelle qu'il y a 35 milliards d'aides garanties par l'État. La parole est à notre collègue Françoise Laborde pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. L'aéroport régional Toulouse-Blagnac vit un énième rebondissement avec l'annonce par le consortium chinois Casil Europe de la revente des 49,9% de parts qu'il détient depuis 2015. Les acteurs locaux sont las de ce mauvais scénario sur lequel je me suis maintes fois exprimée ici. Nous parlons du 5e aéroport régional et premier aéroport régional de fret, outil de développement essentiel pour le territoire, infrastructure hautement stratégique, notamment pour Airbus, qui en est un utilisateur privilégié. Depuis l'arrivée de Casil Europe, un bras de fer s'est engagé concernant la redistribution des dividendes, l'investisseur privé réclamant, je cite, un retour sur investissement raisonnable. Les collectivités locales n'ont cessé de s'opposer à la demande de redistribution croissante qui a atteint fin 2018 100% des bénéfices. Elles n'ont pas plus été aidées par l'agence de participation de l'État qui a systématiquement validé les attentes de l'investisseur privé. Monsieur le ministre, pouvez-vous me garantir que les derniers 10,1% appartenant encore à l'État seront bien désolidarisés de la vente par Casil Europe à tout nouvel acheteur privé? Je propose d'étudier une vente des parts de l'État aux collectivités locales qui détiennent déjà ensemble 40% du capital afin d'assurer une majorité stable et sereine dans la gouvernance de cet équipement. Je vous remercie. Merci. La parole est au ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Le Maire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Laborde. En avril 2015, nous avons vendu 49,9% des parts de l'aéroport de Toulouse. Nous avons mené cette opération en respect des règles de droit, en faisant un appel à concurrence et un système d'enchères. Et donc nous avons vendu, comme c'est le cas dans n'importe quelle économie de marché, à l'acheteur qui était le plus offrant et qui répondait au cahier des charges. Je rappelle que Casil était plus offrant de 17% par rapport à l'enchéreur qui venait en 2e position. Je rappelle également que la Cour des comptes a validé cette enchère et a reconnu qu'elle était parfaitement conforme aux règles de droit. Je le dis pour ceux qui pourraient contester la légalité de cette opération et qui ne se gênent pas pour le faire. La 3e remarque que je tiens à faire, c'est que depuis 2015, qu'est-ce qui s'est passé sur l'aéroport de Toulouse? Les investissements sur lesquels Casil s'était engagé ont été faits. Le trafic a augmenté de 28%. Les résultats financiers de l'entreprise ont augmenté de 28%. Donc nous sommes dans une économie de marché, nous devrions nous réjouir que l'aéroport de Toulouse ait de nouveaux investissements, des financements qui soient solides et des passagers qui soient plus nombreux, parce que c'est bien ce que nous cherchons, le développement économique. Ensuite, il reste 10% de parts qui appartiennent à l'État. Je vous fais une proposition honnête, Madame la sénatrice. C'est de venir me voir avec les autres élus de la métropole, avec la Chambre de commerce et d'industrie, et que nous discutions de ce que vous voulez que nous fassions.
nous prendrons la décision ensemble sur les 10% de participation de l'État qui restent dans l'aéroport de Toulouse avec un seul objectif, le développement de votre aéroport. Madame Laborde. Merci, Monsieur le Ministre. J'avoue que votre réponse me convient et que je viendrai parce que je pense que c'est important que nous puissions en discuter de cet équipement qui n'est pas n'importe quel équipement. Et donc c'est vrai qu'il faut le traiter différemment et j'espère que les collectivités pourront garder les 10,1% restants. Je vous remercie. La parole est à Madame Lienemann pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'économie et des finances. Monsieur le ministre, les géants du numérique, les GAFAM, paient des impôts dérisoires dans notre pays. Notre groupe, depuis plusieurs années dans le débat budgétaire, a déposé des amendements pour stopper cette injustice et ce manque à gagner. Le Sénat, au-delà de nos différences politiques, les a à plusieurs reprises votés et récemment encore lors de la loi de finances. Le gouvernement les a rejetés. On ne pouvait agir qu'au niveau européen, voire à l'OCDE. Certes, c'est indispensable, mais cela n'empêchait pas la France d'agir en précurseur et de façon unilatérale. Sur la pression de l'opinion, vous en convenez désormais et promettez de taxer les GAFAM. Que de temps et d'argent perdu. Mais cette taxation ne doit pas être symbolique. D'abord, le cadre doit être durable. Ces entreprises doivent être taxées comme toutes celles installées sur notre territoire. Alors proposerez-vous, comme le Sénat, que les géants du numérique soient considérés comme établissements stables en France dès lors que leur chiffre d'affaires dépasse un certain seuil dans notre pays? Porterez-vous cette exigence à l'OCDE? Ensuite, les discussions européennes prévoient une taxe de 3% sur les chiffres d'affaires. Mais sous la pression de l'Allemagne, la base prise en compte pour le chiffre d'affaires a fondu comme neige au soleil. Initialement, la France pouvait escompter 1 milliard d'euros de recettes en rythme de croisière. Avec l'accord franco-allemand que vous avez approuvé, elle ne serait plus que de 400 millions. Ce qui, vous en conviendrez, est assez dérisoire au regard de leurs profits. Alors proposerez-vous une base large de taxation permettant une recette d'environ 1 milliard d'euros pour notre pays? Nous sommes inquiets car les informations de la presse n'ont pas l'air d'aller dans ce sens. Il en va de la justice fiscale entre citoyens et entreprises, entre entreprises PME qui payent beaucoup et multinationales qui payent peu. Il en va des moyens dont la France a besoin. Il est urgent que les GAFAM payent leur dû. Monsieur le ministre de l'économie et des finances. Madame la sénatrice Lienemann, ça nous arrivera rarement, je pense, dans cet hémicycle, mais pour une fois, je suis d'accord avec vous. Il est indispensable de taxer sans délai les géants du numérique. C'est une question de justice. Personne ne peut accepter que les géants du numérique qui font les profits les plus élevés payent 14 points d'impôt de moins que n'importe quelle PME de France ou d'Europe. Et c'est une question d'efficacité. Parce que si nous voulons demain pouvoir financer nos services publics, nos crèches, nos hôpitaux, nos écoles, bien, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Et c'est ce que nous allons faire. Et c'est ce que nous allons faire. À la demande du Premier ministre, nous déposerons dans les prochains jours un projet de loi sur la taxation des géants du numérique. Cette taxation nationale des géants du numérique touchera toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires numérique supérieur à 750 millions d'euros et un chiffre d'affaires national supérieur à 25 millions d'euros. La taxation sera progressive, cela devrait vous plaire, pour que les petits payent moins que les gros. Et le rapport de cette taxe sera d'environ 500 millions d'euros chaque année. Mais je ne baisse pas les bras pour que nous obtenions aussi l'accord
des 27 États membres de l'Union européenne sur une taxation européenne des géants du numérique, parce que tout de même, plutôt que d'avoir une taxe française, italienne, espagnole et britannique, il serait mieux que l'Europe ait enfin le courage d'assumer ses positions, de défendre ses intérêts économiques et de taxer de manière souveraine les géants du numérique dans le monde. Nous nous battrons jusqu'au bout. Et j'espère qu'avec votre soutien, Madame Lienemann, y compris au niveau européen, nous aurons gain de cause pour la justice et l'efficacité du système fiscal du XXIe siècle. Merci. La parole est à notre collègue Xavier Iacovelli pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole pour 2 minutes. Et j'aurais bien que les intentions de temps soient respectées. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités. Monsieur le ministre, 2 morts par semaine, un viol toutes les heures. 40% des sans domicile fixe de moins de 25 ans sont d'anciens enfants placés. 70% des jeunes qui sortent de l'ASE sont sans diplôme. Monsieur le ministre, il s'est élevé dans notre pays un vent d'indignation sur le sort que la République réserve à ses enfants. Il aura fallu un documentaire choc sur France 3, la mobilisation des députés et sénateurs de tous les bords politiques et l'émotion des Français pour que le gouvernement se décide enfin à agir. Indignation, Monsieur le ministre, qui a conduit à votre nomination le 25 janvier dernier. En 18 mois, votre gouvernement a perdu la confiance de l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance en faisant l'angle mort de votre politique. Cette confiance, il est de votre devoir de la retrouver. Cette situation dramatique ne date pas d'hier. Les départements qui sont confrontés à la baisse des dotations, à l'augmentation des placements et des suivis ne peuvent plus gérer seuls la prise des charges de ces enfants. Comment accepter que l'aide sociale à l'enfance, censée être le lieu de protection, devienne le lieu de reproduction des violences contre lesquelles les enfants doivent être protégés? Comment accepter que perdurent de telles inégalités de prise en charge d'un territoire à l'autre? Sortie sèche de l'ASE à 18 ans, vieillissement des familles d'accueil, absence de fichier national pour l'agrément. Notre système de protection de l'enfance est aujourd'hui à bout de souffle. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, préciser quel est votre périmètre, le périmètre de votre ministère, et quels seront les moyens attribués pour la protection de l'enfance, sachant que rien n'était prévu dans le budget 2019? En tant que député, vous avez signé la proposition de loi pour éviter les sorties sèches des jeunes majeurs. En tant que ministre, allez-vous soutenir les initiatives parlementaires? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Monsieur Adrien Taquet. Merci Monsieur le Président pour votre accueil. Mesdames et Messieurs les sénatrices, les sénateurs. Monsieur le sénateur Iacovelli, je vous remercie pour votre question. Tout d'abord parce qu'elle me permet de saluer ce département des Hauts-de-Seine qui nous est cher, à vous et à moi, dont nous sommes tous les deux issus. Votre question me permet de saluer ensuite votre engagement en faveur de la protection de l'enfance, sujet dont je sais qu'il vous est cher, et nous partageons cette préoccupation. Saluer enfin l'initiative qui est la vôtre il y a quelques jours avec un certain nombre de vos collègues, et je ne peux que saluer cette initiative et au-delà de votre travail, celui de l'ensemble des membres de la Commission des affaires sociales qui travaillent sur ce sujet. Vous me rejoindrez, je pense, pour dire que la préoccupation, la situation est trop grande pour qu'elle puisse être le monopole d'une couleur politique ou de certains bancs au sein de cette Assemblée. Soyez-en convaincus, je ne serai pas le ministre qui oppose les parents à leurs enfants, qui oppose les juges aux avocats, qui opposerait les travailleurs sociaux à leurs employeurs. Je ne serai pas le ministre qui opposera les départements à l'État. Je ne serai pas le ministre qui opposera cette partie-là de l'hémicycle à celle-ci. Je serai le ministre de la concertation et du dialogue. Oui, un dialogue franc et sincère, où on se dit les choses dans les yeux et où chacun assume ses responsabilités. Un dialogue qui associera votre Assemblée, les départements et les communes, ces territoires que vous représentez, les associations, les professionnels de santé que vous avez cités, et du monde éducatif, les enfants, oui les enfants et les parents, pour trouver ensemble des solutions. Trouver ensemble des solutions pour prévenir les violences, tout d'abord, en accompagnant les parents et les futurs parents. Trouver des solutions ensemble pour mieux repérer ces violences. Il faudra conclure. Trouver des solutions ensemble pour protéger efficacement les enfants victimes, pour leur offrir des parcours de vie stables, notamment à la sortie de l'aide sociale à l'enfance. Enfin, pour leur garantir les droits fondamentaux comme l'éducation et la santé.
Je vous remercie. Soyez sûr que je serai au rendez-vous et je compte sur vous et sur l'ensemble des membres de cette Assemblée pour que nous trouvions des solutions d'ici à l'été prochain. Je vous remercie. Monsieur Iacovelli, quelques secondes. Oui, monsieur le ministre, malheureusement, je ne suis pas complètement satisfait de votre réponse, et notamment sur le périmètre et sur les moyens qui vous sont attribués, puisque votre ministre de tutelle a déclaré le jour de votre nomination devant le CNPE que vous n'aviez ni budget et que vous étiez secrétaire d'État à l'enfance, contredisant du coup le Premier ministre quelques minutes avant. Concernant cette situation, nous sommes effectivement collectivement responsables. Monsieur le ministre, il y a urgence et nous comptons sur votre action. Merci. La parole est maintenant à Madame la présidente Sophie Primas pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé de la Ville et du Logement, que je remercie pour sa présence. Monsieur le ministre, voici presque 2 ans, vous avez pris les rênes de ce ministère sous une forme ou sous une autre, et les choix du gouvernement ont désormais des conséquences sur la marche du pays. Force est de constater que la relance du logement a été l'une de vos premières préoccupations. Malheureusement, ce fut aussi la cible des foudres de Bercy. La construction du logement connaît aujourd'hui un sérieux ralentissement. Les chiffres 2018 sont inquiétants. Le nombre de mises en chantier a baissé de 18% en 2018, coup de frein qui s'est amplifié en fin d'année. Plus grave, le nombre de permis de construire délivrés, ce qui fait l'avenir, baisse en 2018 et le recul au 4e trimestre s'est accentué. Enfin, peut-être encore plus inquiétant, le taux d'annulation des logements collectifs autorisés ont atteint en fin d'année 27,3%. Le gouvernement voulait être jugé sur ces résultats, nous y sommes. Exclusion de certaines zones du dispositif Pinel, la fin de l'APL accession, la limitation du prêt à taux zéro, la coupe dans les ressources des bailleurs sociaux. Toutes ces décisions purement budgétaires auront produit leurs effets malheureusement. Sur tous ces bancs, lors de l'examen des PLF en 2018, en 2019 ou de la loi Elan, les sénateurs vous avez alerté sur les conséquences prévisibles de vos choix. Philippe Dallier et Dominique Estrosi, entre autres. Ne regrettez-vous pas, Monsieur le Ministre, quand vous voyez les chiffres de ce bilan, de ne pas avoir écouté le Sénat en projet de loi de finances, comme vous l'avez mieux fait en loi Elan? Pour vous répondre, la parole est au ministre chargé de la Ville et du Logement, Monsieur de Normandie, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente Primas. Vous avez raison, vous l'avez évoqué, les chiffres de la construction en 2018 sont moins bons que ceux de 2017. C'est à peu près un peu moins de 400 000 logements qui ont été commencés et à peu près 460 000 logements qui ont été autorisés. Ça reste néanmoins, vis-à-vis de l'année 2017, qui était une année exceptionnelle, ça reste néanmoins des chiffres qui sont bien supérieurs à la moyenne des 5 dernières années. C'est à peu près 25 000 logements commencés, de plus que sur la moyenne des 5 dernières années. Mais peu importe cela, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, il manque encore significativement des logements. Songez qu'au moment où je vous parle, on construit à peu près autant de logements qu'au début des années 80, alors qu'il y a 13 millions de concitoyens en plus et une pression sur les logements de plus en plus forte avec notamment des divorces qui se sont multipliés. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de cela? Il y a 3 choses principales. La première, c'est de mettre en œuvre massivement et avec beaucoup de rapidité la loi Elan sur laquelle vous êtes tant impliquée, Madame la Présidente, ainsi que Madame la rapporteure Dominique Estrosi-Sassone. Je vous remercie d'ailleurs parce que vous avez accepté de participer à ce comité de suivi inédit que nous lançons dès mardi prochain en votre présence avec également vos collègues de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, il faut lever les inquiétudes là où elles se trouvent, notamment dans le logement social. Nous étions hier avec votre collègue, monsieur le sénateur Dallier, pour la 2e réunion de la clause de revoyure et je salue la présence et la participation active de monsieur le sénateur Dallier à ces travaux. Le 3e élément qu'il nous faut faire, c'est absolument pouvoir poursuivre la réhabilitation également des logements. Parce qu'il s'avère qu'il y a la construction, il faut la soutenir par le truchement de la loi Elan là où elle est nécessaire, mais il y a aussi la réhabilitation où les chiffres pour le coup sont bien meilleurs puisque cette année, si je ne prends que l'ANA, uniquement l'activité de l'ANA, c'est 17% de plus de réhabilitation qui ont été opérées. Et je crois qu'un certain nombre de tragédies, notamment le drame de Marseille, nous ont rappelé ô combien cette réhabilitation était nécessaire et que cette approche du logement, que je sais vous partagez, Madame la Présidente, d'une approche différenciée en fonction des territoires est peut-être ce qui a manqué pendant un bout de temps et ce qu'il nous faut aujourd'hui remettre en place. Madame la Présidente,
Oui, merci Monsieur le ministre de cette réponse. Mais vous savez très bien, Monsieur le ministre, et je m'adresse aussi au Premier ministre dans son budget, que la sensibilité du logement au budget et aux décisions budgétaires est extrêmement forte. Et quand on a mis un coup de frein aussi fort que celui qu'on a mis cette année, eh bien pour redémarrer cette construction, ça sera extrêmement compliqué. Et malgré la loi Elan, malgré la simplification qu'on est en train d'opérer avec Pacte, tout ça n'aura pas d'effet si on ne met pas à un moment les moyens pour le logement. Merci. La parole est à notre collègue Nathalie Goulet. Merci. Pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Messieurs, mesdames les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la plupart des pays dont la France exige des gens qui voyagent en France et ailleurs un billet de retour. C'est assez normal, ça évite les problèmes et ça garantit le retour des gens qui viennent sur le territoire. Or, il se trouve que des entreprises pleines de créativité ont initié la vente de billets provisoires sur Internet. C'est-à-dire que ces billets pour 7 à 30 $ sont valables entre quelques heures et plusieurs jours. C'est-à-dire que quand vous vous présentez à la passerelle de l'avion et au contrôle, vous avez un billet de retour. Et puis quand vous avez passé les bagages de vos pays de destination, le billet s'évapore. Voilà. Donc ces faux billets, vrais faux billets, sont utilisés pour obtenir un visa, y compris un visa Schengen, voyez-vous. Et donc, je peux vous donner la référence des sites, mais je ne voudrais pas leur créer trop de publicité. Donc, ma question est la suivante. Monsieur le ministre, dans la période que nous traversons, quelles mesures comptez-vous prendre pour éviter ce type de procédure et faire en sorte, soit au niveau national et en tous les cas au niveau européen, qu'on limite les effets dévastateurs de ces agences très créatrices? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Christophe Castaner. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. À travers votre question sur ces faux billets ou ces billets temporaires, vous posez celle plus globale, au fond, des fraudes documentaires. Des fraudes documentaires que nous retrouvons sur les questions d'identité et qui est perpétrée dans des pays tiers et qui a tendance effectivement à prendre de l'ampleur. C'est une ampleur que vous évoquez, dont nous avons conscience que nous devons combattre. Parce que ces tentatives de fraude, elles peuvent se manifester à toutes les étapes du parcours migratoire, y compris d'un pays à l'autre dans les pays de transit. Et il nous faut sur ces sujets être très vigilants. Parce que pour certains pays, il faut l'obtention d'un visa. Et pour traverser ce pays, pour venir ensuite vers un pays Schengen, on a des faux visas, on a aussi des titres de séjour. Et globalement, c'est aussi une fraude documentaire qui permet d'échapper à tous nos dispositifs qui sont consécutifs à l'éloignement qui peut être mis en œuvre et qui, du coup, aujourd'hui, permettent d'empêcher une bonne lutte contre l'immigration irrégulière. Parce que dans ce pays, il y a des règles qui se veulent généreuses sur l'accueil des personnes en situation de réfugiés et qui doivent être appliquées pour des migrations économiques et pour des migrants qui n'ont pas vocation à rester dans notre pays. Vous m'interrogez sur les moyens que nous mettons en œuvre, ils sont de plusieurs niveaux. D'abord, dans chaque département, pour travailler sur l'ensemble des filières, nous avons mis en place un comité opérationnel départemental antifraude qui associe le préfet, le procureur pour travailler sur tous ces sujets. On a la connaissance là en aval, c'est-à-dire à l'arrivée d'un certain nombre d'informations qui peuvent nous permettre de lutter contre les filières. En 2018, nous avons démantelé 52 filières qui utilisaient et qui mettaient en place des faux documents. Près de 12 000 agents ont été formés aussi pour travailler sur ces sujets et pour faire en sorte qu'on puisse avancer. Nous multiplions aussi les officiers de liaison dans les aéroports les plus sensibles, pour utiliser un euphémisme, pour justement détecter ces faux papiers et ces arnaques sur les billets d'avion. L'année dernière, c'est près de 49 000 documents qui ont été analysés à la demande de différents services, police, préfecture, tribunaux, et il est nécessaire que nous maintenions l'effort parce qu'effectivement, nul ne peut pouvoir contourner ces règles fondamentales et nous devons sur ces sujets être extrêmement vigilants, en particulier sur les faux billets d'avion. Madame la sénatrice. Oui, monsieur le ministre, je vous remercie. Moi, j'ai un petit trouble obsessionnel compulsif sur la fraude documentaire, vous savez. Et donc, je voulais quand même vous signaler, on l'avait déjà signalé dans le cadre du rapport sur les réseaux djihadistes, vous savez que la police de l'air et des frontières n'a toujours pas accès au fichier TES. C'est quand même très réducteur de leur capacité. Par ailleurs, en ce qui concerne les mesures d'usurpation d'identité, je pense qu'il faudra renforcer les articles 441, 441.2 dans la future LOPSI.
Il faut renforcer les sanctions. Et puis, s'agissant de la fraude documentaire, notamment en matière de sécurité sociale, je voudrais remercier l'initiative du rapporteur général du budget de la sécurité sociale qui va enfin procéder à une enquête sur pièce et sur place en ce qui concerne les faux numéros d'INSEE qui sont un sujet régulier de problèmes compte tenu des montants extrêmement importants de fraude documentaire. Je vous remercie. Merci. La parole est à nos collègues Franck Menonville pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Elle porte sur la peste porcine africaine. Maladie hémorragique virale strictement animale. La peste porcine africaine est apparue en Europe de l'Est il y a 5 ans. Elle a peu à peu avancé vers l'ouest du continent pour atteindre la Belgique le 13 septembre dernier. 9 pays de l'Union européenne sont déjà concernés. 2 nouveaux cas ont été détectés en Belgique le 14 janvier dernier, à moins de 2 km de la frontière. Non transmissible à l'homme, il faut le rappeler, elle se révèle toutefois extrêmement contagieuse pour les porcins et les sangliers. Les risques d'une arrivée en France du virus sont considérables. Tout d'abord pour notre agriculture, en particulier pour la filière porcine, car au-delà donc du risque sanitaire et de la mortalité, c'est aussi le marché de l'exportation qui se fermerait, entraînant l'anéantissement des débouchés pour les producteurs. L'industrie agroalimentaire ne serait sans doute pas épargnée non plus. Un fort risque pèse aussi sur la biodiversité, sur l'activité forestière et sur l'économie cynégétique. Vous avez pris des mesures de prévention dont la mise en place d'une zone blanche où sont éradiqués tous les sangliers, principaux vecteurs de la propagation. Et je tiens d'ailleurs à saluer la forte mobilisation des chasseurs. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire si la France est toujours indemne? Quelles mesures à moyen et long terme entendez-vous mettre en place pour lutter contre ce fléau? Comment comptez-vous accompagner et protéger nos éleveurs? Et enfin, pouvez-vous nous dire comment s'articule la coordination avec les autorités belges? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur Didier Guillaume. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Franck Menonville, merci pour votre question et merci pour votre implication pour essayer de régler ce problème, comme l'ont très bien fait, avec lesquels nous travaillons beaucoup, Benoît Huré, Gérard Longuet et Marc Laménie, avec lesquels nous avons fait déjà plusieurs réunions sur le terrain. Cette situation est très préoccupante et très grave pour la France. Vous l'avez dit, la France est indemne. Cette maladie n'est pas transmissible à l'homme. Par contre, cette maladie est transmissible à tous les élevages porcins, avec 2 risques. Si un cas de peste porcine africaine était découvert en France, plus aucun porc à l'export dès le lendemain, c'est-à-dire que c'est la moitié de la filière porcine qui deviendrait dans un drôle d'état. Et la deuxième chose, c'est tout simplement qu'il faudrait, comme il n'y a pas de régionalisation, il faudrait vraisemblablement faire disparaître la plupart de l'élevage porcin en France. La France est indemne. Nous travaillons beaucoup avec la Belgique depuis le 8 janvier, quand 2 sangliers tués à côté de la frontière et atteints par la maladie ont été découverts. Nous avons rehaussé le niveau de biosécurité des élevages, rehaussé le niveau de sécurité de notre pays et rehaussé et mis en place une task force avec les Belges où toutes les 48 heures nous travaillons. Enfin, troisième chose, nous avons pris la décision de mettre un vide sanitaire, 43 km de long, 6 km de large, à l'intérieur duquel nous devons tuer tous les sangliers. Je veux remercier l'ensemble des services de l'État, le préfet, l'ADRAF, l'ONCFS, l'ONF, les chasseurs, vous l'avez dit, toute la filière INAPOR, la Fédération nationale porcine. La mobilisation générale est décrétée. Il faut maintenant gagner et pour gagner, il faut éradiquer la présence de sangliers dans cette zone qui doit être totalement une zone blanche. Le Premier ministre a autorisé à ce que nous soyons aidés par l'armée. Des militaires, 30, 40, 50 par jour, viennent aider le travail qui est fait, évidemment pas pour tirer sur les sangliers, mais pour les pièges et pour le transport de cadavres. Aujourd'hui, nous avons environ 900 personnes qui organisent des battues régulières. Nous en sommes à 200, 250 sangliers. Il faut aller plus loin. Mesdames et messieurs, s'il y a des chasseurs de sangliers dans l'hémicycle, faites-vous connaître. Vous serez les bienvenus pour faire des beaux tableaux. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à notre collègue Franck Menonville, pardonnez-moi.
Vous avez des observations? Non. Madame, la parole est à notre collègue Anne Chain-Larché pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, mais je crois qu'il n'est pas là. Il y a un an, je vous interrogeais déjà sur les projets de fermeture de classes dans les communes rurales de notre pays. Aujourd'hui, la situation qui s'annonce est encore pire. Vos promesses se sont envolées, des dizaines de classes vont encore fermer et la France périphérique se sent plus que jamais abandonnée. En Seine-et-Marne, on annonce près de 180 fermetures, touchant plus de 150 communes sur 507. Contre moins d'un tiers d'ouverture, les habitants sont exaspérés, les élus locaux sont désespérés. Nos villes et nos villages ne pourront pas faire face. Monsieur le ministre, en fermant ces classes, quel avenir réservez-vous au monde rural? La parole pour vous répondre est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur Gabriel Attal, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Chain-Larché, je vous prie d'excuser effectivement Jean-Michel Blanquer qui est à l'Assemblée nationale pour l'examen d'une proposition de loi sur l'école inclusive. Vous posez la question de l'école et dans la ruralité qui est un sujet sensible parce qu'il renvoie à la question de la présence des services publics dans nos territoires et dans nos territoires ruraux en particulier. Sur ce sujet, je veux rappeler l'effort colossal budgétaire qui a été déployé par le gouvernement depuis 2 ans pour renforcer la présence scolaire dans la ruralité. Vous prenez les 45 départements les plus ruraux en 2017 et 2018, c'est 40 000 élèves en moins et pourtant 400 postes créés en plus. La démographie aurait dû conduire mathématiquement, statistiquement comme c'est prévu selon les règles, à la suppression de postes, la suppression de classes. C'est des postes supplémentaires qui ont été créés. Ça va se poursuivre en 2019 puisqu'on attend encore une baisse démographique et que au national 2235 postes seront créés. Dans votre département de Seine-et-Marne, c'est 700 élèves en moins qui sont attendus à la rentrée 2019. Ce sera 40 professeurs en plus qui arriveront en Seine-et-Marne à la rentrée 2019. C'est donc un effort important. Je veux insister sur le fait que le président de la République s'est engagé lors de la conférence nationale des territoires à ce qu'il y ait une vigilance accrue des services académiques sur la question des fermetures de classes et plus gravement encore sur la question des fermetures d'écoles dans la ruralité, parce que c'est un sujet qui peut se présenter. S'il y a une baisse drastique de la démographie, si on veut maintenir un niveau de qualité éducative important, c'est des sujets qui peuvent se poser. Ils doivent toujours se poser en lien avec les élus locaux, évidemment, avec les parlementaires du territoire. C'est la consigne qui est donnée aux services académiques. Je rappelle par ailleurs que, à ce stade, vous faites référence à la rentrée prochaine, toutes les fermetures ou ouvertures de classes qui sont annoncées ou prévues sont conditionnelles. Rien n'a été acté, rien n'est acté. C'est bien les inscriptions constatées, les anticipations constatées qui décideront bien plus tard dans l'année des ouvertures et fermetures de classes. Je veux aussi rappeler que nous avons déployé un certain nombre de conventions ruralité, une dizaine en 2018, grâce notamment à l'implication du sénateur Alain Durand, votre collègue, et qu'une mission est en cours avec Madame Azéma et Monsieur Mathieu pour travailler sur la question de l'éducation et des territoires et notamment de la ruralité. Nous aurons ces retours dans les prochaines semaines et sans doute y aura-t-il des adaptations à prévoir au niveau national. Je vous remercie. Madame Anne Chain-Larché. Monsieur le ministre, des adaptations, nous les attendons effectivement, parce que la réalité, je vais vous la dire, c'est dans un même regroupement pédagogique, 2 fermetures en 2 ans, coup sur coup. Comment voulez-vous que les maires fassent? Vous nous parlez chiffres, choix, perspectives, efforts, mais qui fait des efforts? Nous vous parlons d'enfants qui sont nos adultes de demain, dont le seul tort est de vivre à la campagne, mais aussi d'équipes d'enseignants qui font un travail remarquable et qui ont besoin de stabilité, de villes et de villages dont le dynamisme va être anéanti, des territoires qui souffrent et que vous refusez d'entendre. Après les entreprises, les commerces, les médecins, maintenant les écoles. Mais ces Français que vous voyez comme ceux qui ne sont rien et ceux qui roulent au diesel et fument des clopes, eux aussi sont la France. Vous leur promettez un grand débat et en même temps vous ne leur laissez aucune chance. Tout cela n'est qu'enfumage. Vous organisez la France des clivages. Vous ne réparerez pas la France comme cela. La parole est à notre collègue Pascal Alizard pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, mon cher collègue. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Ces dernières années, de nombreux Français ont rejoint les rangs de l'État islamique au Levant, acquis à la cause salafiste, portée par la volonté de contribuer au djihad armé
Ils se sont rendus tristement célèbres par leurs exactions commises contre les populations locales pour imposer l'ordre tyrannique de Daesh. Ils voulaient aussi mettre la France à genoux. Certains d'entre eux, utilisant les réseaux sociaux, ont largement diffusé leur propagande visant à encourager de jeunes Français à les rejoindre ou à commettre des attentats sur notre sol par tous les moyens. Aujourd'hui, un certain nombre de ces individus dangereux, capturés en Syrie, sont détenus par les forces kurdes. Le désengagement américain du Levant pose la question du devenir de ces prisonniers qui pourraient revenir en France. Dès lors, comment le gouvernement entend-il protéger efficacement les Français de ces criminels, de ces ennemis de la République, et alors que la menace terroriste reste très élevée dans notre pays? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Alizard, vous m'interrogez sur le sort des Français terroristes détenus au nord-est de la Syrie. Je voudrais commencer par dire que votre préoccupation, celle qui sous-tend votre question, la préoccupation du Premier ministre que je suis, des membres du gouvernement, de l'ensemble de la représentation nationale, j'en suis certain, c'est de faire en sorte de garantir la sécurité des Français. C'est pour garantir la sécurité des Français que des gouvernements ont décidé d'aller combattre Daesh dans cette région et de participer à une coalition. C'est pour garantir la sécurité des Français qu'un certain nombre d'opérations ont été conduites face à des terroristes qui, quelle que soit la nationalité dont ils pouvaient, le cas échéant, se revendiquer, étaient des ennemis et ont été traités comme tels. Il se trouve qu'un certain nombre de combattants français qui se sont rendus sur place ont été parfois rejoints par leurs conjoints, ont parfois eu des enfants. Il se trouve que certains ont été tués dans des combats et que d'autres sont aujourd'hui en détention par les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie. Notre objectif, c'est évidemment de faire en sorte que ceux qui ont commis ces crimes, et il ne s'agissait pas d'une visite de courtoisie, aller au cours de ces années dans cette région, c'est clairement faire un choix. Notre objectif, c'est de faire en sorte que ceux qui ont fait ce choix soient jugés, soient condamnés et soient punis à la hauteur de leurs crimes, et leurs crimes sont immenses. Mais monsieur le sénateur, lorsqu'en Irak, un certain nombre de ces Français qui se sont rendus coupables de crimes commis en Irak ont été arrêtés, détenus, jugés et condamnés, nous n'avons rien trouvé à redire. La situation est un peu différente, et vous le savez parfaitement, votre question l'illustre, dans le nord-est de la Syrie. Pourquoi? Parce que ceux qui sont détenus aujourd'hui sont détenus par les Kurdes. Parce que la décision unilatérale des États-Unis de se désengager de la Syrie a suscité chez les Kurdes des interrogations considérables et pourrait susciter, et je le dis évidemment avec beaucoup de prudence car je suis incapable de l'affirmer ici, mais pourrait susciter des décisions de réorganisation de l'effort, des forces, d'autres priorités qui pourraient, là encore je le dis avec prudence, avoir pour effet non pas de garder en détention ces terroristes, mais de les relâcher, de les disperser. Et vous voyez bien, monsieur le sénateur, qu'il n'est dans l'intérêt de personne, et certainement pas de notre pays, de voir se disperser des ennemis de la France. Ce que je veux dire, monsieur le sénateur, c'est que si ces personnes sont expulsées de Syrie, et si elles venaient à être en contact avec les autorités françaises, elles seraient, entendez-moi bien, immédiatement arrêtées, soumises à la justice et, je l'espère, je le crois, punies et punies sévèrement. C'est notre objectif, faire en sorte que ceux qui se sont rendus coupables de crimes et le simple fait d'avoir été sur place est souvent déjà constitutif d'un crime, puissent être condamnés.
Notre intérêt, je le redis, parce que j'ai entendu beaucoup de prises de position sur ce sujet depuis quelques jours, beaucoup étaient empreintes de vraies inquiétudes, beaucoup étaient empreintes d'une vraie hauteur de vue, et certaines étaient empreintes parfois de très grande facilité, et d'une facilité confondante, je dois dire. Notre objectif, encore une fois, c'est l'intérêt objectif de la France, c'est qu'il n'y ait pas de dispersion de ces terroristes. Nous prendrons donc toutes nos responsabilités et nous mettons en place tout ce qui est nécessaire pour faire en sorte que si ces personnes venaient à être expulsées, elles puissent faire l'objet de procédures judiciaires extrêmement sévères de la part de notre pays. Monsieur Alizard. Monsieur le Premier ministre, il faut dire la vérité aux Français. Ces prisonniers seront-ils échangés avant ce retour par les milices contre des prisonniers détenus par Daesh? C'est un risque que vous n'avez pas cité. Par ailleurs, la réponse judiciaire envers les revenants majeurs, vous le savez, est tributaire de la preuve. Ils tenteront tout pour minimiser leur rôle. Un dossier judiciaire fragile, c'est une condamnation faible assurée et un retour dans la société à brève échéance. Ce n'est pas acceptable. Enfin, c'est un problème dont l'Europe doit se saisir, car les djihadistes comportent de nombreux Européens dans leur rang. La Charte de Londres et le statut de Rome, vous le savez, le permettent. Nous parlons ici de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. Je crois que votre volte-face n'est que le marqueur d'une certaine faiblesse de la politique étrangère au Levant. Ils ne doivent pas revenir. Merci. Les prochaines questions d'actualité au gouvernement auront lieu le 5 février. La séance est suspendue jusqu'à 16h20 pour la suite de l'examen du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises. La séance est suspendue. Et voilà pour ces questions d'actualité du Sénat au gouvernement, où il a été question de sujets internationaux et notamment de la guerre en Syrie, avec 130 djihadistes français qui pourraient être relâchés par les forces kurdes et revenir en France, avec une question du sénateur Les Républicains Pascal Alizard qui estime que ces djihadistes ne doivent pas revenir en France car ils constituent un danger pour la sécurité nationale. Édouard Philippe, le Premier ministre, lui a répondu en estimant qu'il fallait éviter la dispersion sur le territoire syrien de ces djihadistes et que si jamais ils étaient expulsés du territoire syrien et qu'ils venaient en contact avec les frontières françaises, ces djihadistes seraient arrêtés par les autorités françaises, jugés et condamnés sévèrement pour éviter leur dispersion. Et puis il a été question de la crise au Venezuela et notamment de la répression du président Nicolas Maduro sur des centaines et des milliers de manifestants dans son pays. Le président du groupe Les Indépendants au Sénat, Claude Malhuret, a dénoncé cette répression et a dénoncé le régime de Nicolas Maduro, un régime soutenu par un certain Jean-Luc Mélenchon, qualifié avec humour par Claude Malhuret de leader minimaux. Claude Malhuret qui a également dénoncé l'arrestation de 2 journalistes français de l'émission Quotidien. Édouard Philippe a annoncé que le ministère des Affaires étrangères avait demandé la libération immédiate de ces journalistes français. Voilà pour ces 2 moments forts de ces questions d'actualité du Sénat au gouvernement. Merci à vous Alexandre pour toutes ces précisions. On va continuer d'analyser cette séance de questions d'actualité au gouvernement avec mon invité. J'ai le plaisir d'accueillir Marta de Cidrac. Bonjour, vous êtes sénatrice LR des Yvelines. Beaucoup de questions aujourd'hui, à commencer par l'interdiction des lanceurs de balles de défense. On sait qu'il y a une proposition de loi communiste qui sera débattue au mois de mars prochain. Le mouvement des Gilets jaunes qui continue sa mobilisation. Chaque samedi est rythmé par une nouvelle manifestation, parfois de plus en plus violente, avec d'un côté les policiers et cet usage contesté des flashballs. Est-ce que vous seriez favorable à leur interdiction ? Alors, je crois que de toute façon, par principe, il faut condamner toutes les violences, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent. Ça me paraît fondamental et je crois que c'est quelque chose que nous partageons tous collectivement de ce point de vue. S'agissant en fait des flashballs, bien évidemment,
un usage non conforme doit être condamné et doit être évidemment regardé avec vigilance. Toutefois, il est vrai que cette polémique est réapparue suite en fait à certaines manifestations, à certains actes autour des Gilets jaunes. Je ne pense pas qu'il faille non plus généraliser ces mauvais usages. Il y en aura toujours. Donc personnellement, je pense qu'il ne faut pas démunir nos forces de l'ordre de ce qui est aussi un moyen pour eux de pouvoir être efficaces dans leur mission. Et personnellement, moi je suis pour ne pas déshabiller nos forces de l'ordre et je ne suis pas favorable forcément à la suppression donc, des outils que notre police a aujourd'hui. En revanche, bien évidemment, il faut que nous soyons tous collectivement vigilants à leur usage. Marta de Cidrac, je vais vous faire réagir à un autre sujet, mais avant cela, on va retourner en salle des conférences, c'est le principe de cette émission, puisque Tam Tranui est aux côtés du ministre en charge des relations avec le Parlement, Marc Fesneau. Oui, Marc Fesneau, vous êtes déclaré favorable à un retour partiel au cumul des mandats, notamment pour les maires de petites villes. Alors François Patria a jugé ce matin qu'on pouvait prévoir un seuil à 2500 habitants. Que pensez-vous de cette proposition ? Moi je pense qu'il faut que le débat se noue. C'est une réflexion qu'il faut qu'on porte. Ça fait 2 ans que la fin du cumul des mandats est à l'œuvre. Et on voit bien à la fois ce que ça peut produire d'utile quand même. On voit bien que parfois le cumul d'un mandat d'un très gros exécutif avec un mandat parlementaire posait des questions de disponibilité tout simplement. Et en même temps les écueils qu'on a au travers de cette affaire-là, c'est-à-dire le fait que 2 mondes sont en train de cohabiter désormais alors qu'avant ils se mélangeaient, le monde des élus locaux et le monde des élus nationaux. Ce n'est pas le seul fait du non-cumul, cette fracture qui se fait. Vous verrez avec quelle... Il faut regarder ça avec tranquillité et sans rentrer dans la caricature. Je n'ai pas dit que c'était la seule question qui était en cause. Mais en tout cas, c'est une question qu'il faut interroger tranquillement. Les questions de seuil viendront peut-être si la question est posée. Et je pense que c'est une question aussi pour les territoires intermédiaires ou les territoires ruraux en particulier, qui était celle de dire est-ce que... Compte tenu du fait que nous n'avons plus de représentants nationaux, nous ne serons pas moins représentés dans un État qui reste un État extrêmement centralisé. L'histoire française est une histoire centralisée, ce n'est pas un État fédéral, l'État français. Et donc il y a besoin de représentation de ces territoires et de leur réalité locale. Et donc on va regarder, ce n'est pas une question simplement d'implication dans le territoire. Je pense qu'on peut très bien être élu national et percevoir la réalité d'un territoire sans être élu local. Mais ce lien avait une utilité, en tout cas pour une part, dans les assemblées. Donc vous prévoyez plutôt une forme d'exception, plutôt pour les petites villes. Non mais attendez, on ne prévoit rien. Simplement on pose. On est à un moment de débat national. Le président de la République l'a évoqué, le Premier ministre l'a évoqué aussi. On prévoit rien. Il faut que le débat se noue. Et c'est bien dans un moment où on dit qu'on a des sujets qui ne doivent pas porter de tabou, qu'on puisse le poser sur la table tranquillement. Il n'y a pas de polémique à avoir, il faut juste se poser des questions. Et dans le moment qu'on vit, se poser des questions, c'est une bonne chose. Que pensez-vous du fait qu'il y a de nombreux sénateurs ici qui disent soit on revient complètement sur le non-cumul et tout le monde peut cumuler, soit on reste... Eh bien moi je pense qu'il y a un chemin entre les deux. Oui. Et qu'il n'est pas illogique que nous posions la question en disant voilà ce que ça a apporté de positif, la fin du cumul. Et voilà peut-être les écueils. Et il y a peut-être d'autres solutions que ça d'ailleurs, qu'on a rencontrées au moment où on voit comment ça se met en œuvre depuis 24 mois. Je pense que la question n'est pas de revenir toujours en arrière et de défaire ce que d'autres ont fait, mais peut-être en continu d'évaluer et d'évoluer. Est-ce qu'en ce moment très sensible du grand débat après la crise des Gilets jaunes qui est encore là, est-ce que vraiment il faut rouvrir le débat du non-cumul ? On sait combien mais la question pour les citoyens, non, ce n'est pas le cumul qui est impopulaire. Vous demanderez à des gens qui vivent dans les territoires ruraux. Finalement, la figure du député-maire ou du maire adjoint député n'était pas une... C'est le cumul des indemnités. Donc, voilà, vous voyez, comprenez bien le sujet. Donc il faut distinguer la question du cumul au sens de le fait qu'on puisse être élu local et élu national, des responsabilités locales. Un éventuel retour au cumul, mais sans mais je pense qu'il faut, je préfère rien, je pose sur la table le débat, parce que je pense qu'il faut le faire avec cette tranquillité-là, sans rentrer dans la caricature. Et 2, il y a la question du cumul des indemnités par-dessus. Mais distinguons les deux. On peut très bien, très drastiquement limiter le cumul des indemnités, et par ailleurs se dire que c'est bien que des gens soient en situation de responsabilité locale. Les deux peuvent se combiner. Bien, merci beaucoup Marc Fesneau pour avoir répondu à mes questions. Le débat est donc ouvert. C'est un débat ouvert. Sur la question du non-cumul et d'éventuelles dérogations. Merci à vous, Tam, pour cette réaction. Marta de Cidrac, est-ce que c'est opportun, justement, Tam Tranui le rappelait, en plein mouvement des Gilets jaunes, de rouvrir cette thématique du non-cumul des mandats ? Alors, je ne sais pas si c'est opportun ou pas. En tout cas, c'est une question qui se pose. Vous savez bien que dans beaucoup de nos territoires, des cahiers dits de doléances sont ouverts par les élus, par les maires. Et on voit que c'est un sujet, effectivement, le cumul des mandats, qui revient parfois. Je ne dirais pas de façon forcément prégnante, mais qui revient. Donc, c'est une question, effectivement, à laquelle
auxquelles il ne faut pas se refuser de répondre. J'observe... Vous y seriez favorable, vous, justement, à proposer la possibilité d'un cumul pour les maires des petites communes, par exemple, avec ce seuil de 2500 habitants? Oui, alors je ne sais pas quel est le bon seuil. Oui. Je crois que ça a été bien exprimé par Marc Fesneau. Je ne sais pas s'il y a véritablement un bon seuil ou un mauvais seuil. Il a très bien fait le distinguo entre cumul d'indemnités et cumul de mandats, qui est un vrai sujet. Et je partage ce qui vient d'être dit, c'est qu'on confond parfois un petit peu les deux. Donc je pense qu'il est important, notamment nous les sénateurs, nous sommes parfaitement nourris de cela, de nos territoires. Il est important que nous ayons un ancrage local et de proximité. Donc de ce point de vue, je trouve que c'est dommage que beaucoup d'entre nous aient été obligés de démissionner d'un mandat exécutif. Cela ne nous empêche pas, bien évidemment, de rester conseillers, de rester quand même dans nos territoires. Mais je crois qu'il ne faut pas s'interdire. Donc ce lien, vous l'avez encore, ce lien? Nous l'avons, mais pas de la même manière, puisque aujourd'hui, vous savez bien qu'on ne peut pas cumuler deux exécutifs. Or, il est souvent important de savoir un petit peu de quelle manière va s'exprimer en réalité cette proximité, de quelle manière un élu, quand il est maire ou quand il est conseiller municipal, va pouvoir porter un certain nombre de sujets de son territoire. Donc je crois qu'il ne faut pas s'interdire ce débat-là. Il faut bien faire le distinguo entre, bien évidemment, ce qui concerne les indemnités, de ce qui concerne véritablement les engagements. Ça, vous, en tant que parlementaire, vous le faites, mais chez les Français, c'est peut-être plus compliqué, justement. Mais je pense que nous avons une mauvaise image de ce qu'on appelait les cumulars autrefois. Oui, moi je crois que, en fait, la vraie question qui se pose à nous, c'est qui fait quoi. Et beaucoup de nos concitoyens ne savent pas en réalité ce que font leurs élus parfois. Ils connaissent parfaitement les actions de leurs maires, de leurs élus locaux, parce que ce sont les élus de proximité. En revanche, dès lors que vous vous éloignez un tout petit peu de cette proximité-là, même vis-à-vis du département, moi je rencontre des administrés, des concitoyens qui ne savent pas forcément qui fait quoi. Je ne vous parle pas des parlementaires. Et donc, il y a une espèce de, je pense, de confusion dans l'esprit de beaucoup de nos concitoyens. Et le grand débat à cela, j'ai envie de dire, comme peut-être, en tout cas, je l'espère, et je l'appelle de tous mes voeux, de nous permettre, à un moment donné, d'expliquer très clairement. Donc, il a des vertus, ce grand débat, Marta de Cidrac. Il a certaines vertus. Il a certaines vertus. Je ne suis pas une grande fan, je vais être tout à fait franche avec vous, mais les choses sont posées à table. Là où j'estime que c'est un tout petit peu... Enfin, ça pose question, c'est que ça va dans beaucoup de directions toutes très différentes. Mais sur le fond, ça permet en même temps, nous-mêmes, les élus et les parlementaires, de nous interroger sur nos propres manières de fonctionner et de partager ce que nous sommes censés porter. Autre actualité qui touche de près le Sénat, ce sont les nouvelles révélations, Marta de Cidrac, de Mediapart sur Alexandre Benalla. Jean-Pierre Sueur, un des co-rapporteurs de la commission d'enquête parlementaire, et d'ailleurs à vos côtés, Tam Tranui. Jean-Pierre Sueur, quelle est votre réaction à ces dernières révélations de Mediapart? On découvre notamment qu'Alexandre Benalla était peut-être la cheville ouvrière de contrats avec un oligarque russe alors qu'il travaillait encore à l'Élysée, qu'il a vu Vincent Kras le 26 juillet en violation de son contrôle judiciaire et qu'il y avait des liens très forts qui sont restés avec l'Élysée après sa mise en examen. Vous avez assisté comme nous à l'audition publique qui a eu lieu lundi dernier, au cours de laquelle M. Benalla a déclaré n'avoir pas eu d'activité de ce type pendant qu'il était à l'Élysée. Contradiction totale, et donc, sur ce point. M. Kras a dit que s'il avait créé une nouvelle société, c'était une coïncidence et qu'il n'y avait pas de relation. Donc parjure par rapport aux révélations. Je prends connaissance, comme tous mes collègues, de ce que publie aujourd'hui Mediapart, de ce que publie Le Monde. Et je rappelle simplement qu'il y a une loi et que cette loi prévoit des sanctions très lourdes lorsque l'on ment sous serment. Jusqu'à 2 ans de prison. Lorsque l'on ment sous serment, ça peut être 5 ans de prison. 5 ans de prison. Une somme importante, 75 000 € d'amende. Lorsque l'on ment sous serment. Nous allons publier notre rapport dans quelque temps. Et bien entendu, nous sommes extrêmement attentifs à tout ce qui est dit et à tout ce qui est induit par ce qui est dit et qui aujourd'hui paraît dans Mediapart et dans Le Monde. Donc nous sommes très attentifs. Vous pourriez saisir la justice, vous avertissez sur le fait que tout cela est encouru. Nous prendrons les décisions
que la commission des lois décidera de prendre et nous ferons des propositions. Mais il est certain que cette affaire est grave. Nul ne peut le contester aujourd'hui. Cette affaire est très grave. Et d'autre part, chacun a pu entendre les auditions publiques. C'est important pour nous de faire des auditions publiques car il doit y avoir une transparence. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre Merci à Sueur vous. d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Tam pour cette réaction. Je vous propose d'ailleurs d'écouter une partie de ces enregistrements révélés par Mediapart il y a quelques minutes à présent. C'était un film l'histoire quand même, hein? C'est un cauchemar. Un film d'horreur. C'est une bonne expérience. C'est pas trop métier que 26 ans, il n'y a pas grand monde qui provoque 2 commissions d'enquête parlementaire, qui bloque le fonctionnement du Parlement. Ça le fait rire. Moi, lui, ça le fait marrer. Lui, il est mort de rire. Et nerveusement, mais ça le fait marrer. Lui, ça ne le choque pas plus que ça. Il dit, on est entouré d'une bande de débiles. Si demain il y a vraiment une crise, comment ça va se passer, quoi? C'est Isma qui m'a dit ça tout à l'heure. Il m'a dit, écoute, si demain il y a vraiment un truc beaucoup plus grave et tout, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont réagir comment, tous ces cons? Vous entendez Alexandre Benalla, Marta de Cidrac sur ces enregistrements qui se vantent d'avoir provoqué 2 commissions d'enquête parlementaire, d'avoir bloqué le Parlement. Comment réagissez-vous? Alors écoutez, sur la personne d'Alexandre Benalla, je ne me fais pas trop d'illusions. Si vous voulez, voilà, une péripétie, un nouvel épisode qui s'ouvre. Moi, je fais totalement confiance à notre commission d'enquête pour mener jusqu'au bout, voir s'il y a eu parjure ou pas, enfin voir quelles éventuellement suites seront données à toutes ces nouvelles révélations qu'il faudra vérifier, bien évidemment. En revanche, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est que ça révèle quelque chose de notre gouvernance au plus haut de l'État. Et ça, pour le coup, vous voyez, ça ne me réjouit pas beaucoup. Non pas que l'affaire Benalla me réjouisse énormément, mais je pense que là ça révèle énormément sur un mode de fonctionnement, sur peut-être des amitiés, sur peut-être des protections qui s'exercent. Je dis tout cela au conditionnel, hein. Il faut laisser tout cela se dérouler le plus sereinement possible, si cela est toujours possible. Mais là encore, je crois que si cela s'avérait être vrai, il faudra se poser la question de l'attitude au plus haut de nos instances, hein, au niveau de l'Élysée, vis-à-vis aussi du Parlement. C'est justement l'objectif de la commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements à la tête de l'Élysée. Votre collègue François Grosdidier, qui est membre de cette commission d'enquête, était au micro de Tam Trani. On écoute sa réaction tout de suite. François Grosdidier, je voudrais votre réaction aux dernières révélations de Mediapart, notamment sur le fait que Alexandre Benalla était impliqué, selon Mediapart, dans les contrats avec l'oligarque russe alors même qu'il travaillait à l'Élysée. Ça, c'est un mensonge de plus devant notre commission, puisqu'il avait juré le contraire. Ce qui est intéressant dans les révélations de Mediapart, c'est que ça confirme le lien entre Benalla et le président de la République. Et même, on a l'impression que ce sont 2 adolescents. C'est un lien important avec l'Élysée qui ont été maintenus, alors même qu'il était déjà mis en examen. Qui lui dit, t'es le meilleur, tu vas les bouffer. On a, avec le président de la République et avec M. Benalla, en fait, 2 adolescents qui sont dans un sentiment de surpuissance, nos limites, et qui défient le monde entier et qui s'affranchissent de toute règle et singulièrement d'état de droit. C'est exactement ce que nous avons, c'est ce que nous sentions dès le départ et maintenant, on se rend compte, la confirmation. on en a la confirmation. Comme on a l'interview de M. Kras dans Charlie Hebdo qui révèle que c'était bien M. Benalla, le patron de la sécurité élyséenne, contrairement à tout ce qui a été affirmé par les responsables de l'Élysée. Donc effectivement, les intuitions de la commission d'enquête sénatoriale étaient les bonnes. Elles se fondaient sur des faits, sur déclaration des syndicats de policiers, sur les éléments matériels comme l'arrêté du préfet de police. Et on a la confirmation, et ça va certainement continuer. Là, la presse révèle toujours des nouveaux éléments qui confirment que l'Élysée a menti. Alors, ça aurait été tellement plus simple que de dire que ça avait dysfonctionné un peu au départ, avec le staff de campagne et s'occuper de la sécurité présidentielle et que ça avait été recadré depuis. Et la commission d'enquête parlementaire, que peut-elle faire face à ces mensonges en cascade? Elle est impuissante aujourd'hui. Elle est impuissante. Son travail, c'est d'établir la vérité. Donc elle établit sa vérité. La commission d'enquête sénatoriale, contrairement à celle de l'Assemblée, aura fait la lumière sur les événements. Après, aux Français d'en tirer les conclusions et à la justice, qui sera certainement saisie pour juger de tous les cas de parjure devant la commission d'enquête. Merci beaucoup François Grosdidier d'avoir répondu à mes questions.
Voilà pour cette réaction enregistrée il y a quelques instants. L'autre actualité du Sénat, c'est l'examen de la loi Pacte, Marta de Cidrac. On sait que la droite sénatoriale s'est opposée à la privatisation, notamment d'aéroports de Paris. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec la doctrine finalement propre aux Républicains, un peu plus libérale sur ces questions économiques? Alors, je crois qu'à travers le dossier ADP, de toute façon, laissons se dérouler l'examen du texte de loi, mais à travers donc le sujet de la privatisation d'ADP, se pose la question aussi de la souveraineté à un moment donné. Vous avez vu aujourd'hui d'ailleurs au QAG, il y a eu une question qui a porté sur l'aéroport de Toulouse. Vous comprenez bien toutes les interrogations qui peuvent se présenter à nous pour essayer de comprendre et de voir quels sont réellement les attendus et les objectifs de notre exécutif aujourd'hui autour de cela. Dans le doute, compte tenu de ce que nous avons vécu par le passé, il me semble prudent. Personnellement, moi, je suis contre la privatisation d'ADP. Il est vrai, je suis LR. Nous sommes un certain nombre parce que se pose à nous, comme je vous l'ai dit, une question de souveraineté aussi. C'est quelque chose qui est très important pour beaucoup de raisons économiques bien sûr, mais aussi véritablement de capacité et de hub en fait en Europe sur lesquels il faut que l'État puisse avoir la main. Eh bien, merci beaucoup Marta de Cidrac d'avoir été notre invitée. D'ailleurs, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a été interrogé sur ce point par Tam Trani. Je vous propose de l'écouter. Bruno Le Maire, mardi, en discussion générale, vous espériez avoir des discussions constructives avec les Sénats. Les avez-vous eues sur les seuils relevés par le Sénat contre votre avis? Et quand vous voyez l'opposition d'une bonne partie des sénateurs, droite comprise, aux privatisations? Il y a eu des points positifs sur les seuils. Il y a eu des améliorations qui ont été apportées, d'autres avec lesquelles je suis en complet désaccord. Je pense que relever le seuil de 50 à 100 pour la représentation du personnel, il faut bien voir ce que ça veut dire. Ça veut dire que les entreprises entre 50 et 100 salariés qui avaient un comité représentant le personnel, toute une organisation pour les syndicats, n'en auraient plus. Moi, je ne suis pas favorable du tout à cela. Je pense qu'on a besoin de dialogue social en entreprise et je ne crois absolument pas opportun de relever le seuil de représentativité de 50 à 100 salariés. Et sur les privatisations, comment jugez-vous l'opposition de la droite? Est-elle contradictoire avec les valeurs de votre ancienne famille politique pour vous? Nous verrons quelle sera l'issue des discussions. Ce que je veux dire simplement, c'est que je me souviens d'un ancien candidat à la primaire de la droite qui avait gagné ses primaires, qui disait qu'il voulait engager des privatisations, qu'il fallait que l'État cède ses participations dans un certain nombre d'entreprises pour investir. C'est exactement ce que nous voulons faire. Et j'espère que les Républicains sauront retrouver ce qui est leur cohérence idéologique pour améliorer nos propositions sur cession d'actifs. Moi, je suis tout à fait prêt. Et Jean-François Husson, le rapporteur, a fait des propositions très intéressantes dans ce sens-là, à renforcer les garanties sur les privatisations. Nous voulons des privatisations qui soient sûres pour nos compatriotes, qui leur donnent des garanties sur les tarifs, sur les redevances. Et puis je rappelle que rien ne changera, notamment pour ADP, sur le contrôle des frontières et sur les aspects de sécurité. Mais j'espère que les Républicains, avec le rapporteur Jean-François Husson, resteront dans cet esprit constructif pour améliorer nos propositions et pas pour les détruire. Vous entendez ceux qui ont dit on vend les bijoux de famille et qui avaient une position très ferme. C'est une position politique pour vous? Nous verrons, je ne veux pas préjuger ce que sera le débat. La seule chose dont je suis convaincu, c'est qu'aujourd'hui le rôle de l'État, ce n'est pas de gérer des entreprises qui appartiennent au secteur concurrentiel, parce que ADP n'est pas un monopole. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'autres possibilités pour les voyageurs. Ils peuvent passer par Londres, ils peuvent passer par Francfort, ils peuvent s'arrêter dans des aéroports de province. Donc ce n'est pas un monopole. Le contrôle des frontières reste strictement du domaine de l'État et de la souveraineté de l'État. Et l'argent que nous allons récupérer va servir à investir dans l'avenir des Français, dans les technologies de rupture. Tout ça ne devrait poser aucun problème de fond aux Républicains. Et j'espère qu'ils reviendront de ce point de vue-là à la sagesse. Alors hier, le Sénat également, Bruno Le Maire, a repoussé d'1 an l'interdiction de certains ustensiles en plastique à usage unique, revenant sur des dispositions votées avec la loi sur l'alimentation. Est-ce une mesure à laquelle vous êtes favorable? Est-ce que cela va rester à l'Assemblée nationale pour vous? Moi je le souhaite, parce que les dispositions qui avaient été votées à l'Assemblée nationale avaient été votées contre l'avis du gouvernement. Et je pense qu'il est très important de trouver un bon équilibre entre la transition énergétique,
la transition économique pour protéger notre planète. Tout le monde, évidemment, veut avancer dans ce sens-là. Et aussi la sauvegarde, de l'emploi. C'est un recul. Parce que j'estime, et ce n'est pas une question de recul ou d'avancer, c'est simplement ce qu'on veut garder nos emplois et avoir des transitions qui se fassent dans un temps raisonnable. On voit bien que lorsqu'on va trop vite, qu'on veut accélérer les transformations de manière trop précipitée, ça provoque des blocages. Donc je préfère qu'on fasse ça à un bon rythme, pour que les entreprises puissent s'adapter, plutôt que de détruire des emplois brutalement. Parce que derrière, il y a des emplois, il y a des entreprises, il y a des usines. Donnons-nous un peu plus de temps, c'est ce qui a été adopté au Sénat, pour que la transformation se fasse dans de bonnes conditions, sans menacer l'emploi. Merci beaucoup Bruno Le Maire d'avoir répondu à mes questions. Voilà pour cette réaction de Bruno Le Maire enregistrée cet après-midi. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.